magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau magazine Santé et Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Roxane, bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment qu'on vous connaît puisque vous venez sur l'antenne d'Ici et Maintenant depuis presque un an. Oui. Et donc merci d'être avec nous. Alors Anne-Catherine, vous êtes psychopraticienne depuis 1998. C'est la nouvelle appellation légale, on va le dire comme ça. Oui. Également sophrologue. Tout à fait. Et vous vous intéressez à diverses disciplines, à savoir la vie intra-utérine. Oui, absolument. La psychogénéalogie. Oui. Vous êtes spécialisée également dans le soin du stress post-traumatique. Absolument. Formée en constellation familiale. Oui. Et puis, bien sûr, ouverte au mysticisme, au chamanisme, à l'astrologie, à l'analyse des rêves et aux soins énergétiques. Absolument, tout ça. Donc, un curriculum vitae plus que bien rempli. Vous avez donc de ce fait créé à Fontenay-sous-Bois un centre de thérapie diverses et complémentaires où exercent des professionnels de diverses approches. Et vous participez également régulièrement aux Journées du Pardon, un événement annuel organisé par Olivier Clerc et sa femme Annabelle. Oui, c'est arrivé 2 fois. Alors, je n'y serai pas l'année prochaine, mais je vous encourage à y être parce qu'il va y avoir des intervenants très intéressants. Oui, d'ailleurs, vous avez écrit au sujet du pardon, puisque vous êtes également écrivain. Oui. Donc, vous avez publié à jour une vingtaine de livres, dont des recueils de poésie, des romans, des contes, des livres et des essais philosophico-poétiques, notamment sur les thèmes de la souffrance au travail, des manipulateurs, du pardon, comme je le disais, ou encore de la créativité. Absolument. Et d'ailleurs, puisque vous me demandiez tout à l'heure au niveau de mon actualité, il y a une petite surprise là. J'ai un conte qui n'a jamais été publié encore, qui est dans mes tiroirs depuis quelques années, qu'une de mes amies belges a sorti, enfin, que je lui ai envoyé, et elle va probablement me l'illustrer et l'éditer chez elle. C'est une femme qui s'intéresse beaucoup au bouddhisme. C'est un conte qui parle de bouddhisme. Donc nous aurons probablement en 2017 un conte illustré qui sortira. Voilà, oui, j'en dis magnifique. pas plus pour l'instant. On connaît votre écriture ludique et enthousiasmante, qui est vraiment positive, puisqu'on peut le dire. Vous abordez les choses, en tant que thérapeute, c'est un peu normal, mais toujours avec une vision sublimante des réalités parfois confrontantes et éprouvantes que l'on traverse tous à des moments donnés de notre vie. Absolument, j'essaie aussi de faire ça pour moi personnellement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça d'ailleurs, c'est le thème que vous avez choisi aujourd'hui, à savoir transformer la crise en opportunité. Puisqu'on se rappelle de ces citations qu'on connaît tous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est dans l'échec que l'on apprend. Et des affirmations qui, même si elles sont vérifiables, ne sont pas si simples à appréhender dans un quotidien qui peut parfois prendre l'allure d'un long tunnel sans fin, d'une épreuve permanente. Nous en avions déjà parlé, je crois, à l'antenne. Il y a quelque chose qui me revient justement, puisque vous avez évoqué les Journées du Pardon. L'année dernière, aux Journées du Pardon, vous pouvez d'ailleurs aller voir le site des Journées du Pardon, c'est vraiment très intéressant. Il y avait une dame qui nous a proposé un rituel du pardon radical. Je crois que j'en ai parlé à l'antenne. Oui, oui. Alors, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui en détail, mais il y a en fait 2 phrases à retenir pour aider à quelqu'un, d'une part, à guérir de ses blessures et puis aussi à les transcender et à se réinscrire dans une vie plus légère et plus joyeuse. C'est de se dire à soi-même ou de dire à l'autre, bien sûr, mais à soi-même, ça fonctionne bien aussi. Je suis désolée de ce qui était arrivé. Et la deuxième phase, c'est je te félicite d'être disposé à voir la perfection de cette situation. Voilà. Alors, on avait d'ailleurs, je crois, parlé du fait que la perfection de cette situation, parfois, c'est quand même relatif quand vous venez de vivre un truc absolument terrible. Mais transformer la crise en opportunité, c'est
s'engager à essayer, le moment venu, de voir que dans cette situation difficile, il y a quelque chose de bon qui peut sortir. Et en général, toutes les personnes qui ont vécu des choses horribles et qui s'en sont remises évidemment, vous diront tôt ou tard, oui, ça a été un drame effroyable, mais voilà ce que j'ai trouvé là-dedans. Voilà ce que ça m'a permis de dépasser. Voilà ce que ça m'a permis de découvrir, de la confiance en moi, de mes ressources, du soutien des autres, de la bienveillance de la vie qui est venue m'apporter de l'aide le moment venu, etc. Et finalement, transformer la crise en opportunité, je rentre dans le vif du sujet, c'est garder au fond de soi une porte ouverte pour, à un moment donné, permettre à ce que notre vision puisse passer du drame et de la souffrance à l'ouverture vers l'inconnu, vers l'imprévu et donc vers quelque chose de positif qui pourrait survenir. Oui, c'est se mettre dans une attitude qui va peut-être aussi attirer d'un point de vue énergétique une issue favorable. Puisque l'on sait aujourd'hui de plus en plus que nos pensées influencent grandement nos corps et la réalité de notre existence. Peut-être que se mettre dans un état d'esprit, une attitude d'ouverture face à une solution qui pourrait advenir ou tout simplement une transcendance de l'événement en question peut aussi nous aider à changer le futur. Alors, c'est vrai ce que vous dites, souvent ça arrive, hein, il y a des problèmes, des crises personnelles, relationnelles, professionnelles qui semblent parfois insoluble, on est en plein dedans, on voit pas d'issue, on sait pas comment en sortir, et puis en effet parfois les choses tournent en notre faveur, un miracle survient, ça arrive hein, les miracles, auquel cas bien sûr ça s'arrange. Et puis il y a des situations plus difficiles, plus graves, plus irrémédiables où je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde, quand quelqu'un est mort, il va pas ressusciter quelles que soient vos pensées, hein. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on ne pourra pas revenir en arrière, c'est souvent d'ailleurs le cas de tous les traumatismes, quelque chose s'est brisé définitivement et ne pourra pas être réparé, en tout cas au niveau matériel, au niveau concret. Mais garder en tout cas se donner le droit d'avoir un état d'esprit positif, c'est se rappeler qu'il y a quand même une vie derrière. Hein, il y a autre chose qui peut survenir. Oui. Vous faites licencier. Eh ben, ça ne veut pas dire que vous serez au chômage toute votre vie. Vous faites plaquer, ça ne veut pas dire que vous allez finir seul. Je me souviens d'une de mes patientes qui disait à 28 ans, mais moi je vais finir célibataire, dévorée par mes Doberman. Elle n'avait pas de Doberman. Et puis un jour, elle a ouvert les yeux, elle s'est dit, mais non, elle était en train de se raconter que c'était fini pour elle et que elle rencontrerait jamais quelqu'un. Ben si, elle a rencontré quelqu'un. Alors quel est le poids de ces croyances que l'on s'auto-suggestionne au cours de la journée, hein, même de manière inconsciente? Quel est leur poids dans la réalité de nos vies et dans la création de nos existences? Il y a beaucoup de théories là-dessus, hein, la création mentale, nous sommes ce que nous pensons, ce que nous créons, etc. Globalement, je suis assez d'accord avec ça, mais j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que la vie est beaucoup plus imaginative que nos pauvres petites croyances. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça dans ma vie et j'ai assisté à ce que moi j'appelle des miracles dans l'histoire de mes patients, par exemple. Il arrive parfois que même avec un état d'esprit absolument négatif et je dirais qui ferait fuir n'importe quel ange ou n'importe quel cadeau du ciel, eh ben la vie s'obstine quand même à être clémente avec vous. Moi j'ai vu des gens comme ça qui sont convaincus qu'ils sont nuls, qu'ils n'arriveront jamais à rien, que personne les aime, que la vie est une catastrophe permanente. Et puis pourtant, il leur arrive des choses belles. Alors, sur le moment, en général, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Souvent, d'ailleurs, ces gens-là envoient promener les gens qui les aiment. Et à un moment, en tout cas ceux à qui que j'ai eu l'occasion d'accompagner, parfois, à un moment donné, ils ouvrent les yeux. Et ils se disent, ah mais oui, mais tiens, je n'y croyais pas et pourtant, c'est arrivé. Hein. J'étais persuadée que la vie ne me donnerait plus jamais rien de bon. Et pourtant, là, je vois que quelque chose est en train de changer.
Voilà. Ça veut dire que, bien sûr, il faut faire attention à nos pensées, à nos croyances. Tout simplement déjà parce que entretenir des pensées désagréables, c'est pas bon pour notre santé. Je crois que c'est la première raison. Tout à l'heure, je suis allée porter ma voiture au garage et le monsieur de Renault était en train de se disputer avec un client. Le client, visiblement, avait été roulé par je sais pas combien de commerçants depuis quelques semaines. Il faisait la liste de toutes les choses qu'il avait subies, etc. Et le monsieur au comptoir essayait de le calmer. Et puis, moi, je voulais juste déposer ma voiture. Et à un moment donné, je me suis interposée. J'ai dit, excusez-moi, messieurs, je vois que vous êtes dans une conversation très animée. Excusez-moi de vous interrompre, mais... Et au moment où j'ai dit ça, le client a dit oui, vous avez raison, là on est en colère et ça va durer longtemps. Et je lui ai dit, monsieur, je vois bien, je veux pas vous déranger, mais vous savez, la colère c'est pas bon pour la santé. Et donc ils ont ri tous les deux et il a dit oui, bien sûr, voilà. Donc j'ai pu déposer ma voiture. Mais la colère, c'est pas bon pour la santé. Les pensées négatives, au bout d'un moment, c'est une source de stress. Ça nous use. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la première raison qui fait qu'on a tout intérêt à avoir une hygiène mentale. Mais malgré ça, c'est vrai, parfois, on a des pensées absolument destructrices et pourtant, il se passe des choses positives. Ça veut dire que la vie, je crois, est encore plus forte, plus bienfaisante, plus bienveillante que nos pensées. Nous ne sommes pas tout puissants non plus. Et je crois on en a parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure, ces théories qui disent attention, nos pensées créent, etc. Nos pensées, elles ne créent pas tout non plus. Si je veux créer un arc-en-ciel là dans la rue, je ne vais pas forcément y arriver. Oui. Laissons aussi la vie faire ce qu'elle a à faire. C'est à relativiser, bien sûr. Mais il y a aussi, dans le choix de nos pensées, l'aspect de l'estime de soi. J'ai l'impression, peut-être la question sous-jacente, à ce moment-là, dans cette situation précise, est-ce que je choisis de me faire du bien ou de me faire du mal, quel que soit l'extérieur que je rencontre dans ma vie actuellement, au moment donné? Oui, mais c'est une question importante. Et puis, alors je suis psychothérapeute, je vais être obligée de répondre à partir de ce que je suis. Le problème est d'autant plus compliqué qu'il y a ce que nous pensons de nous consciemment, et puis il y a ce que notre inconscient pense de nous. C'est-à-dire que parfois la vie nous amène, malgré une estime de soi apparente très positive, la vie nous amène dans des situations où on est confronté par exemple à un échec ou à quelque chose, une porte fermée, et ça va nous obliger à aller nous apercevoir qu'au fond, on n'avait peut-être pas une estime de soi si formidable. Ouais. C'est-à-dire que l'inconscient et la conscience se compensent souvent, et quand il y a quelque chose qui a l'air vraiment très très sûr en nous, c'est intéressant d'aller se demander, mais qu'en est-il de ce que mon inconscient pense de moi vraiment ? Et ça, bien sûr, on peut aussi aller le découvrir. Mais ça veut dire quoi, avoir une bonne estime de soi pour vous ? Bonne question. Le mot estimer, ça serait intéressant d'ailleurs de regarder la définition. La première chose qui me vient quand je pense à estimer, c'est une estimation de prix. Quand on estime quelque chose, c'est qu'on va juger, sous-peser de sa valeur, de son poids. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une idée assez objective de ses caractéristiques et de ses qualités. Quand on pense estime de soi, on pense amour de soi, je m'estime, je m'aime, je suis quelqu'un de bien, etc. Mais je pense que ça va au-delà. Alors je ne sais pas ce que dit le dictionnaire par rapport à ça. Oui, c'est ça, c'est une connotation marchande en premier plan. Donc l'estime de soi, je pense que c'est, et je ne m'étais jamais vraiment posé la question aussi clairement, mais l'estime de soi, c'est être capable d'avoir une vision assez réaliste de soi. Ça, c'est pas simplement en termes qualitatifs, je vaux de 0 à 100 tant, c'est quelque chose de peut-être de plus précis finalement. J'estime que je suis ceci ou que je suis cela, que j'ai telle qualité, que j'ai encore telle chose à travailler, que j'ai telle fragilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et finalement, une bonne estime de soi, ça serait peut-être synonyme de bonne connaissance de soi. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Parce qu'en fait, quand on a une bonne connaissance de soi, on va connaître un petit peu ses limites, on va savoir ce qui est bon pour nous, même si ça peut changer, évidemment. Et on va donc être mieux à même de se diriger dans la vie, en sachant ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Et c'est
vraiment au-delà d'un quelconque jugement de valeur qui dirait je vaux plus ou je vaux moins, ou je suis quelqu'un, je m'aime ou je m'aime pas. C'est plus la connaissance de soi, je pense. Oui, tendre vers une sincérité, une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Tout à fait. Ça me semble vraiment une qualité très importante. Ça. Et quelque part, ça dégage toute notion morale, enfin de jugement de valeur également, puisqu'à partir du moment où on accepte de se regarder tel que l'on est, on va enlever toutes les connotations positives ou négatives qui y sont affiliées. Et puis, quand on accepte de se regarder tel que l'on est, on va avoir plus de facilité à accepter que les autres nous regardent et nous voient aussi. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas les critiques. En général, c'est parce qu'ils ont une connaissance d'eux-mêmes qui est complètement erronée, complètement faussée. Et donc, le regard de l'autre pourrait aller leur faire voir quelque chose qu'ils ne veulent pas voir, ou qu'ils n'ont pas vu, ou qu'ils ne connaissent pas. Alors que quand on se connaît assez bien, on est capable d'entendre qu'on a des défauts. Parce qu'on les connaît déjà. Alors comment peut-on faire pour se connaître davantage? Alors bien sûr c'est le but de la thérapie et puis de la vie en elle-même, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apprendre à se regarder de manière la plus objective entre guillemets possible et en tout amour quelque part? Alors évidemment, aller faire une psychothérapie, déjà, c'est je crois la réponse incontournable. Et puis vous disiez, que peut-on faire pour apprendre à se regarder? Et l'image qui me venait, c'était vraiment d'accepter de se regarder dans la glace. Passer une demi-heure devant votre glace tous les jours dans un état de méditation, en acceptant de rester connecté aux pensées qui viennent, aux émotions qui viennent, sans les juger, sans chercher à les retenir. Et vous allez rencontrer des choses profondes de vous, qui seront peut-être qu'éphémères, mais ça sera déjà une bonne étape pour oser créer une bonne relation avec vous-même. Et puis se connaître soi-même, bien sûr, c'est s'observer, c'est accepter de ne pas fuir ce qu'on est, de le regarder. Ah tiens, j'ai agi comme ça, j'ai fait ça, sans jugement. Pourquoi j'ai fait ça? Oui. Alors il paraît en plus que lorsqu'on reconnaît une qualité ou un défaut, elle a tendance à s'atténuer, bien sûr lorsqu'il s'agit d'un défaut. Un défaut, toutes ces notions-là sont relatives, parce que je pense qu'un défaut peut devenir une qualité et une qualité peut devenir un défaut en fonction des circonstances, en fonction de plein de choses, de la façon dont on utilise aussi ce trait de caractère. Mais du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais que quand on reconnaît une qualité... Oui, c'est-à-dire que peut-être qu'elle s'amplifie, je ne sais pas, mais en tout cas pour les défauts, j'avais entendu dire qu'ils avaient tendance à se dissoudre à partir du moment où on les reconnaissait. Je crois que derrière un défaut, il y a toujours quelque chose. Alors, nous naissons différents, nous avons quand même des caractéristiques, des tendances, il n'y a qu'à le voir dans une famille de plusieurs enfants, chacun est différent, il y a une personnalité. Mais... souvent, derrière nos défauts, il y a une raison, il y a quelque chose. Quelqu'un, par exemple, qui va être timide, c'est souvent quelqu'un qui va avoir peur du regard des autres, qui va avoir intériorisé des attentes démesurées de la part d'un parent, par exemple, et qui va avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc, derrière ce qu'on appelle un défaut, moi, c'est ce que je demande à mes patients. J'ai un patient actuellement qui est dur avec lui, c'est terrible, et chaque séance, je lui dis, mais vous êtes vraiment dur avec vous là. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Pourquoi il agit comme ça. Et on s'aperçoit que derrière, il y a des blessures. Et on ne peut pas accuser quelqu'un d'être blessé. Et quand on comprend ça, c'est déjà plus facile. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour répondre à votre question, pardon, je me suis un peu éloignée. Il est plus facile de modifier quelque chose qui est le résultat d'une blessure, parce que si on guérit la blessure, on va guérir le comportement qui est la conséquence de cette blessure. Si vous avez, si chaque fois que vous voyez un chien, vous vous mettez à crier, si vous guérissez votre peur des chiens, vous n'allez plus crier. Oui.
Oui, oui. Donc tout ça sont des outils dont on peut essayer de se servir pour apprendre justement à se connaître davantage, pour que lorsqu'advient un conflit ou une situation difficile, on ait plus d'armes, entre guillemets, pour pouvoir y faire face, même si par moments, et c'est souvent le cas, ça a tendance à nous dépasser. Oui, prendre le temps de se demander, cette partie de moi qui souffre là et qui se comporte de telle façon, qu'est-ce qui lui arrive? Dialoguer avec cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle agit comme ça? Et si on est capable de le faire, on pourra le dire à l'autre. Parce que souvent, dans nos relations, des conflits surviennent parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on est. Hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup de questions de confiance au sein des relations. Et même au niveau professionnel, vous avez dit que vous allez faire ça, vous ne le faites pas, votre patron vous tape sur les doigts, hein, par exemple. Et au niveau personnel, c'est la même chose. Et dans les familles, moi, mon fils, des fois, me dit « Maman, tu m'avais dit que tu me donnerais un bonbon. » Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Hein. Et quand on n'accepte pas ça, il y a forcément un problème. Donc, si j'accepte que je suis comme ça et que j'ai peut-être dit quelque chose en m'engageant un peu vite, mais que je ne suis pas capable de le tenir, je vais pouvoir m'expliquer avec la personne. Et je vais pouvoir lui dire « Excuse-moi, je suis désolée, mais en fait, je me suis avancée, je ne peux pas le faire. » Ou alors « Ah oui, excuse-moi, j'aurais dû le faire et je le fais. » Ouais, donc c'est reconnaître ses erreurs. C'est reconnaître et prendre responsabilité. Et pour prendre responsabilité, reconnaître ses erreurs, il faut être capable de regarder ce qu'on est, ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Hein, c'est-à-dire être conscient de soi. Alors on ne peut pas être conscient de tout. Hein, je ne peux pas me souvenir du premier mot que j'ai prononcé ce matin en me réveillant. Mais dans les grandes lignes, il y a quand même des choses qui nous engagent. Et si on ne peut pas se souvenir de ça, ça va être compliqué. Et pour pouvoir oser regarder qui on est et comment on agit, il faut un minimum de bienveillance. Moi, je reçois des fois des gens qui me disent ou qui me font comprendre que ça, ils ne veulent même pas en parler, ils ont trop honte. Tant qu'on ne veut pas parler d'une période de sa vie ou d'une action ou de quelque chose qu'on a fait, qu'on a projeté, parce qu'on en a honte, on ne va pas pouvoir le changer. Donc il faut d'abord aller le regarder. Oui, bien sûr. Sinon, on reste dans le déni, mais ça, c'est une facette majeure de l'être humain. Et oui. Et c'est aussi ce qui lui permet de survivre pendant longtemps. À certains moments, en effet. Alors comment formuler concrètement ce désir d'évolution, puisque vous l'avez dit en début d'émission, la crise c'est aussi une opportunité d'évolution, et comment parvenir à traverser sereinement des moments difficiles? Il y a plein de techniques. Je crois que il ne faut pas oublier que nous avons un corps. Je reviens régulièrement à ça, mais je reçois beaucoup de gens qui sont dans des états très dépressifs et du jour où ils se mettent à mieux manger, moins boire, moins fumer, faire un peu de sport, mieux respirer et arrêter de se bourrer de fraises tagada, c'est un exemple, tout à coup, leurs pensées vont mieux, leur système nerveux va mieux et donc leur morale va mieux. Hein, c'est magique. Mais ça, c'est très très important. Ça, c'est la première chose. Quand vous traversez une crise, un moment difficile, faites attention à votre corps parce que c'est quand même lui qui va vous emmener. C'est le cheval sur lequel vous montez. Hein, et il va falloir qu'il soit en forme et qu'il soit résistant. Donc ça, c'est la première chose. Attention à son hygiène de vie. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance, quand on traverse des choses difficiles, à manger mal, à dormir pas assez, à boire un peu trop de café, enfin ce genre de choses. Voilà. Donc attention à ça. Après, il y a toutes les disciplines. Alors des disciplines physiques aussi, bien sûr. Aller faire un peu de sport, aller faire du qigong, aller faire du yoga. Chacun a ses techniques. Mais je disais encore hier à une dame qui me disait qu'elle avait du mal à respirer en ce moment et qu'elle se sentait voûtée. Je lui disais, mais sans pour autant aller vous inscrire à un cours de je ne sais pas quoi parce que vous n'avez pas le temps ni l'envie, prenez un quart d'heure chez vous le soir pour faire des mouvements spontanés. Hein, il y a plein de techniques de gym qui sont basées là-dessus. De faire des mouvements jusqu'à ce que vous arriviez à sentir que votre corps a retrouvé un positionnement dans l'espace qui lui fait du bien et dans lequel il se sent bien. Et si vous faites ça tous les soirs, vous allez mieux respirer et à un moment donné, vous allez redresser la tête.
Déjà. Donc ça, c'est des choses, moi, que je conseille. Alors après, bien sûr, il y a les mantras. C'est quelque chose que j'utilise dans les moments difficiles. Je me fais des petites sessions de mantras et je peux vous assurer que ça fonctionne bien. Et le chant en particulier, moi, c'est quelque chose que je pratique. Voilà. Donc ça parle du corps. Les mantras, ça parle pas que du corps. Mais après, il y a en effet tout ce qui a trait à nos pensées. Alors, la prière, la méditation, tout ce qui nous relie à plus grand que nous, à une forme de spiritualité, ça peut être de la pensée positive, la méthode Coué, que sais-je, en tout cas quelque chose qui à un moment donné va être comme un nettoyage de nos pensées. Quand on traverse des choses difficiles, on ne peut pas avoir des pensées positives toute la journée. Parce qu'on va être confronté à des émotions, on va être confronté à un besoin de réfléchir pour sortir de situations, prendre des décisions, etc. Donc, on ne peut pas être dans un état de béatitude totale, c'est pas possible. Mais alors, se faire des récréations, se dire, un quart d'heure ce matin, je vais prier, le midi, je vais faire quelques mouvements de gym, je vais aller marcher dans la nature, me connecter aux arbres, aux oiseaux. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment aider. Et à prendre vraiment très au sérieux, parce que on a toujours cette excuse. Enfin, on a toujours, certains ont, de se dire, ah là là, c'est trop dur en ce moment, je traverse des choses très difficiles. Moi, des patients me disent, mais vous comprenez déjà que je ne dors pas beaucoup. Eh bien, justement, vous ne dormez pas beaucoup, levez-vous, allez faire une demi-heure de gym, de marche dans la nature, de respiration. Ça sera utile et pendant ce temps-là, vous aurez nettoyé, ça sera vraiment une douche. Mais ça demande aussi une forme d'estime de soi, ou du moins le courage de prendre soin de soi, ce qui n'est pas forcément évident quand on a eu déjà des blessures peut-être assez fortes dans l'enfance et qu'on n'a pas appris à nous aimer. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont l'estime d'eux-mêmes suffisante déjà. Donc, c'est ce que je leur dis. Voilà, et les autres, je ne peux pas leur dire. Oui, c'est vrai que c'est... À moins qu'ils nous écoutent ce soir, auquel cas, j'espère qu'ils mettront en pratique. Oui, d'ailleurs, c'est une bonne occasion de parler de vous, hein, chers auditeurs, puisque aujourd'hui, nous avions envie de vous donner la parole davantage avec Anne-Catherine, qui est là et qui est tout à fait disposée à répondre à vos questions éventuelles. Alors, Anne-Catherine, je ne sais pas comment vous voyez ça, peut-être formuler quelques problématiques personnelles. Alors bien sûr, ça ne va pas être l'occasion de faire une thérapie à part entière. Moi, j'essaye souvent dans le travail que je fais avec les gens qui me font confiance, de les aider à se retourner un petit peu, à faire un petit quart de tour, vous voyez, sur eux-mêmes, pour aller regarder la situation sous un autre angle. C'est quelque chose que je peux proposer. Et puis, nous avons déjà eu l'exemple à l'antenne ici de gens qui ont appelé simplement pour témoigner aussi. Ça peut être intéressant parce que nos témoignages et la façon dont nous, dans notre vie, nous transformons nos crises en opportunités peut en inspirer d'autres aussi. Bien sûr. Voilà, donc nous avions envie de laisser le standard ouvert. Si quelqu'un a envie d'intervenir, n'hésitez pas à le faire, vraiment. Voilà, donc on va faire une courte pause musicale. Vos appels sont les bienvenus au 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Sutamon notre teyamon utotraya satya totayato imato yasatao notre teyamon utotraya satya tom sadom Sadom, una tote Sadom, una pace Sadom. Sudamo notre teiato, utotraya satya totaiato, imato yasatao notre teiato, utotraya satya tom, sadom, una tote Sadom, una pace Sadom. Sudamo notre
N'hésitez pas à en profiter, hein. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à une psychothérapeute à l'antenne en direct. Voilà, vous avez simplement à donner votre prénom, composez le 08 92 23 95 20 et la parole est à vous, le 08 92 23 95 20. Una tote sadom, una pake sadom. You saw sagacious Solomon. You know what came of him. To him complexity seemed plain. He cursed the hour that gave birth to him, and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. Bon, bah écoutez, vous êtes à l'écoute de Radio Ici Maintenant. Il est toujours temps d'intervenir puisque nous restons encore 1 heure ensemble. Donc le standard reste ouvert. Vous avez le numéro, vous composez le 08 92 23 95 20. Donc pour évoquer à l'antenne peut-être des témoignages, des récits de vie sur cette thématique. On partait de la thématique comment finalement se servir d'une situation de crise et la transformer en opportunité. Alors bien sûr, si vous avez d'autres questions liées à d'autres sujets, puisque je le disais en début d'antenne, Anne-Catherine est spécialisée dans plusieurs thématiques. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages au sujet de la souffrance au travail, au sujet des manipulateurs, au sujet de la créativité. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions ou exprimer des témoignages qui pourraient peut-être servir aussi aux autres auditeurs à rebondir, à comprendre. Nous partagerons ensemble simplement ici et maintenant. Donc Anne-Catherine, du coup, on en était donc à essayer de décortiquer un peu cette thématique pas si évidente, hein, facile en théorie, mais bien plus difficile lorsqu'il s'agit de la mettre en pratique. Donc comment transcender finalement les situations difficiles, les situations de crise pour qu'elles nous soient favorables. Alors transcender, ça ne veut pas dire fuir. Transcender, ça ne veut pas dire s'extraire, devenir instantanément par un procédé magique, un pur esprit qui flotterait, qui ne serait plus du tout concerné. Parce que si on n'est plus concerné, souvent on ne peut plus résoudre les choses. C'est important de préciser ça. Je me disais en vous écoutant, Roxane, que en fait la crise est une opportunité à plein de niveaux. La crise est une opportunité pour essayer d'agir différemment. Souvent, dans nos vies, il y a des situations qui se répètent et nous pouvons prévoir la fin. Je sais que si je dis ça et que l'autre dit ça et que je réponds ça et que l'autre répond ça, ça va se terminer comme ça. En revanche, je peux essayer à un moment donné d'agir différemment, de faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et là, cette crise va être une opportunité d'aller peut-être découvrir des nouvelles ressources que j'ai et puis finalement d'aller rencontrer l'autre d'une manière nouvelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la souffrance peut être une opportunité. Nous parlions en antenne tout à l'heure du corps de souffrance et du fait qu'il n'était pas positif, pas utile et pas constructif de s'identifier à notre souffrance. Pourtant, notre souffrance, elle fait partie de nous
Enfin, si je décide de me pincer, je vais souffrir. Hein, notre système nerveux est fait comme ça. Mais il ne faut pas s'y identifier. Quand une situation devient une crise c'est quoi d'ailleurs? Une crise, c'est tout à coup quelque chose se passe qui n'était pas prévu et qui vient dénoter. Hein. C'est comme, je sais pas, vous êtes sur le lac Léman et tout à coup il y a une vague qui arrive. C'est ça la crise en fait. Hein. C'est quelque chose qui vient rompre l'harmonie, qui vient rompre la routine aussi. Donc quand une crise arrive, bien sûr, on va souffrir parce qu'on est étonné, parce que l'autre peut-être a été agressif, parce que la vie ne correspond pas à ce que j'attendais, etc. Et cette souffrance, c'est une porte. Voilà. J'ai envie de vous proposer, moi, de voir la souffrance pas comme une finalité ou comme une malédiction ou comme quelque chose dans lequel on va être obligé de mariner, de patauger de manière glauque trop longtemps, mais comme une porte qui peut aller nous révéler quelque chose de nous-mêmes. Ah tiens, pourquoi je souffre dans cette situation? C'est intéressant de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui me fait souffrir là-dedans? J'ai quelqu'un de très proche de moi là qui est en train de divorcer après bientôt 40 ans de mariage. Et cette personne a souhaité cela et pourtant elle souffre. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait souffrir là-dedans, hein? Parce que notre souffrance, elle dit toujours quelque chose de nous. Elle dit quelque chose de nos attentes qui n'ont pas été peut-être prises au sérieux. Elle dit quelque chose de nos fragilités, de nos besoins. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que derrière cette souffrance, il y a nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes peut-être qu'on a oubliée. Oui. Et nous allons accueillir Anouche. Bonsoir Anouche. Oui, bonsoir. Bonsoir voilà, Anouche. J'appelle parce que j'ai vécu il y a au mois de janvier une situation de crise. En fait, j'étais engagée dans un projet de reconversion avec une création d'une entreprise en fait complète, et je m'étais rapprochée d'une personne avec qui je m'entendais parfaitement. On avait des compétences également complémentaires, donc c'était vraiment l'idéal, et je trouvais qu'on formait vraiment une bonne équipe. Hein. Et puis, au mois de janvier, sur des prétextes, comment dire, un petit peu bidons, parce que c'était des situations qui étaient déjà claires et qu'il connaissait parfaitement. Voilà, il m'a fait sortir du projet, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il ne communiquait plus, il répondait plus aux mails, j'avais plus d'appels téléphoniques, plus d'informations sur où j'en étais du projet, et voilà, et du coup il continue seul, enfin avec d'autres partenaires mais autres que moi, et voilà, cette situation était vraiment difficile à vivre parce que je me suis engagée pendant presque un an à travailler sur ce projet, à faire de nombreux déplacements. Et puis c'était aussi une histoire d'amitié parce que voilà, cette collaboration elle avait démarré sur cette base-là, et puis on avait essayé de voir, comme c'était vraiment un projet de vie, si on était compatibles aussi bien nous deux que aussi au niveau de nos familles respectives. Et voilà, c'était un gros coup dur, cette situation de silence complet en janvier, et puis qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a pas eu de rupture nette, simplement une situation de fait, on ne travaille plus ensemble. Où en êtes-vous, Anouche, avec cette personne aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu discuter, au moins avoir une explication? En fait, les explications que j'ai eues donc avant cette rupture, il y a eu un petit moment donné où on a quand même parlé, où il y a eu des mots échangés un petit peu durs. En fait, comment dire, ce qui m'a été reproché, c'était de ne pas m'investir complètement, alors que nous, enfin, comme je devais en même temps changer de région, ça demandait vraiment que je quitte mon emploi, que mon conjoint trouve un nouvel emploi par ailleurs, que je transfère également les enfants d'une région à une autre. Donc c'était un petit peu compliqué, on savait depuis le départ, on savait que ça allait prendre du temps et qu'il fallait surtout pas céder aux sirènes d'appel, voilà, parce qu'une négociation pour quitter son entreprise, ça peut être difficile, ça peut être un peu long. Et puis
puis une première proposition qui est faite peut être une proposition faite vraiment au rabais, voilà, comparée à ce qui pourrait être vraiment fait. Donc il fallait pas lâcher le morceau. Et voilà, au premier signaux, j'ai eu le silence radio. Et oui, donc la discussion un petit peu dure qui s'est faite à un moment donné, c'est écoute, vraiment, si tu penses ça de moi, c'est que je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Et bref. Il a quand même essayé de réargumenter, mais avec des arguments ce n'est pas. Et voilà, donc la discussion s'est arrêtée là ce soir-là, et depuis, plus aucune nouvelle. Où en êtes-vous, vous, intérieurement? Comment vous vous sentez avec ça? Quelles émotions, quels regrets, quelles déceptions? Alors, au tout début, c'était vraiment, bon, c'est pas grave, je suis quelqu'un de fort, et puis après tout, lâcher ce projet-là peut me permettre de faire quelque chose d'autre. Et donc, au départ, c'était vraiment la situation de l'indifférent, même pas mal. Et puis, en fait, avec le temps, je me suis vraiment sentie très blessée à l'intérieur de moi parce que j'avais beaucoup investi cette relation de différentes manières. Alors, même si je me dis toujours qu'il ne faut pas mélanger le professionnel et le reste. Parce que vraiment pour moi c'était une relation amicale et puis c'était une relation sur laquelle je construisais en même temps mon avenir, donc quelque part je mets vraiment beaucoup de moi-même. J'avais fait un travail sur moi que j'avais partagé avec lui, donc je me suis sentie vraiment trahie parce que c'est un peu comme si voilà, vous étiez mise à nu et au final un retour de bâton du jour au lendemain. Bon, bah finalement, tu n'es pas si indispensable que ça. Et puis voilà. Est-ce que vous envisageriez aujourd'hui d'essayer d'avoir une discussion avec cette personne pour pas rester sur cette situation qui n'est pas bouclée finalement, qui n'est pas finie? Parce que vous avez survécu, même si ce projet n'est plus le vôtre. Donc, en effet, indéniablement, vous êtes forte et il y a certainement d'autres choses qui vous attendent dans la vie. Mais tant que vous êtes face finalement à un silence, il y a quelque chose qui n'est pas bouclé entre vous. Il faudrait peut-être que vous réussissiez à en avoir le cœur net. Je ne sais pas si je suis prête parce que en fait, pendant ces quelques mois là qui m'ont séparée de cette situation en janvier, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et en fait, je me demande quelque part si cette personne ne s'est pas servie de moi pour atteindre certains objectifs que je lui ai permis d'atteindre dans le projet et voilà, et ensuite pour donc en fait, est-ce que quelque part j'ai pas eu affaire à quelqu'un qui m'a un peu manipulée en me faisant croire que notre relation matchait bien parce qu'il voulait que ça matche bien pour que je lui donne ce qu'il voulait que je lui donne et qu'au final c'était pas le vrai lui qui matchait si bien avec moi finalement. Je crois que, vous savez, si quelqu'un nous a manipulés, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il l'avoue. Et c'est en effet une possibilité. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Mais je crois que vous, il va falloir que vous trouviez le moyen de sortir de cette espèce d'impasse-là, où vous êtes confronté à une situation pas finie. Et peut-être, si vous avez le courage de vous demander, c'est le cas, c'est ce que j'entends, vous avez le courage d'envisager que cette personne vous a peut-être manipulé, ou en tout cas utilisé, ou utiliser vos compétences, vos idées, votre travail pendant un temps. Vous avez eu ce courage de vous poser cette question. Je pense que vous pourriez peut-être trouver un moyen de discuter avec cette personne pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, mettre un terme, mais que ça soit dit, vous voyez, mettre un terme à cette relation, mettre un terme à cette collaboration, mais que ça soit dit. Vous savez, c'est comme ces gens qui sont en arrêt maladie parce que ils ont été maltraités au travail, et puis ils sont toujours dans l'entreprise pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent rien faire d'autre. Ou alors ces gens qui sont séparés depuis 5 ou 6 ans de leur ex-conjoint mais qui ne sont pas divorcés. Il y a quelque chose qui n'est pas bouclé, donc on n'est pas libre. Et je pense que vous avez le courage d'affronter que peut-être en effet cette personne vous a complètement manipulé, et peut-être pas. Et peut-être d'ailleurs que ça sera l'occasion aussi pour la personne en question de vous expliquer son point de vue. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas aussi. Mais en tout cas, vous êtes investi. Ça veut dire que vous aviez quand même une force de vie qui vous a
amenait à construire quelque chose, et ça, c'est toujours en vous. Et vous ne pouvez pas le laisser dans un coin sur une voie de garage. Vous voyez ce qui vous a animé? C'est ça, en fait. Ce qui vous a animé pour construire avec cette personne ce projet, ça vous appartient. Et ça, il faut le récupérer. Vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre que peut-être quelqu'un se rende compte que vous avez eu des qualités dont il s'est servi. Il faut que vous repreniez vos ressources à vous. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne, d'essayer de trouver la force, mais je suis sûre que vous l'avez, pour aller clarifier la situation. Et peut-être que ça sera difficile, vous entendrez peut-être des choses négatives, mais visiblement la façon dont cette personne vous a traité est quand même pas très respectueuse, et donc en effet vous pouvez vous attendre à entendre des choses pas très agréables, mais il vaut peut-être mieux passer par ça et que vous récupériez vos forces vives pour aller vous investir dans autre chose. Ouais. Voilà. Très bien. Voilà, Anouche. Je vous remercie en tout cas pour... Bon courage à vous. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous, et bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir. Et oui, l'antenne est à vous aujourd'hui avec cette belle thématique, comment transformer des situations de crise en opportunités. Anne-Catherine est là pour vous aider à éclaircir les situations que vous rencontrez actuellement ou que vous avez rencontrées il y a déjà un petit moment et auxquelles vous ne voyez pas d'issue. Vous pouvez également témoigner à l'antenne de vos expériences où vous avez réussi à traverser une situation difficile et à vous en libérer, à en sortir le meilleur, tout simplement en composant le 08 92 23 95 20, comme vient de le faire Anouche. Et nous abordons tout de suite le premier espace promotionnel. Anne-Catherine Sabas est avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle qu'elle est psychopraticienne. C'est l'équivalent de psychothérapeute depuis 1998. Je vais prendre l'appel dans quelques instants. Elle est auteure également d'une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier est paru aux éditions Bussière, intitulé « Le pouvoir d'être heureux ». Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre. Vous composez le 01 48 73 65 09. Le 01 48 73 65 09. Elle vous reçoit à Fontenay-sous-Bois, dans le centre de psychothérapie qu'elle a créé. Donc je vous donne également un site internet. Vous tapez tout simplement Anne-Catherine Sabas dans le moteur de recherche et vous tomberez sur le site en question. Anne-Catherine Sabas, S-A-B-A-S. Concernant l'actualité d'Anne-Catherine, alors sachez qu'il y aura plusieurs événements à venir, donc notamment le 17 octobre 2016, une conférence « Faire la paix avec le temps et ses cycles ». Ce sera à 15h dans le cadre de la Semaine des seniors à Bondu, donc dans la ville de Bondu. Elle donnera une conférence sur ce thème « Faire la paix avec le temps ». Elle participera également au Salon de Mons Livre du 26 novembre 2016 au 27 novembre, où, bien sûr, elle sera heureuse de retrouver ses amis belges, nous dit-elle sur son site, et les autres, hein, bien sûr. Et donc, il y aura une conférence sur le pardon. Et nous accueillons tout de suite Laurent Pierre. Bonsoir Laurent Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Donc bonsoir Catherine, bonsoir. J'ai oublié le prénom de ma lettre. Roxane. Roxane. Voilà. Donc oui, le thème de l'estime de soi et les crises personnelles m'a interpellé parce qu'en fait j'ai vécu ça. Un effondrement justement en 2008, ça fait donc 8 ans exactement, et je me souviens à cette période-là
tout ce en quoi je croyais, en fait, s'était sombré. D'un coup, ça a été une prise de conscience à un moment donné brutale, aidée à l'époque par mon médecin qui me suivait de très près. Et c'est au moment donné où j'ai voulu me jeter sous un train qu'en fait, quelque chose en moi, je sais pas quoi, une espèce de voix intérieure qui a crié comme ça, non, c'est pas le moment. Je venais d'avoir des examens médicaux parce que je somatisais beaucoup des problèmes veineux particulièrement, des varices qui apparaissaient au cou. Donc c'était assez et mon docteur m'expliquait que souvent les problèmes veineux signifiaient un manque de joie de vivre et de vitalité au niveau cérébral et psychique. C'était vraiment le cas. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit quoi qu'il arrive, je me battrai. Je sais pas, je vivrai. Je sais pas ce que, tant pis, je suis déformé. Et c'est marrant parce que j'attendais des médicaments et en fait, en 3 jours, le simple fait d'avoir changé mon état d'esprit, la veine s'est remise en place toute seule. Mon médecin m'a dit que c'est la preuve que le cerveau agit directement sur le corps. C'était vraiment la preuve vivante de ça. Et à partir de là, j'ai tenté de reconstruire doucement une estime de moi de façon honnête. C'est-à-dire que c'était plus sur moins du paraître et de façon... je suis allé en fait depuis 8 ans à la rencontre de vraiment l'homme que j'étais, tout simplement. Magnifique. Avec moins d'attente dans le regard des autres, plus dans l'acceptance, plutôt que de l'acceptation, vraiment l'acceptance. C'est un mouvement de mes défauts, de ce que je considère, de mes faiblesses, on va dire, de tout ce que j'étais dans les forces et les faiblesses. Voilà, tout simplement. Et effectivement, ça a été très graduel, évidemment, ça n'a pas été simple, mais en tout cas, 8 ans plus tard, je vois beaucoup tout en mieux. Ce qui m'a beaucoup sauvé, en fait, c'est ma propre thérapie naturelle, on va dire ça comme ça, personnelle, c'est le fait d'écrire. J'avais juste commencé à tenir un blog au moment où la crise a éclaté, et l'écriture de blog, et enfin, du coup il y a une compétence que j'avais qui s'est révélée, c'est que j'ai tenu des blogs un peu à se suivre au fur et à mesure pendant ces 8 ans, dont j'en ai un là, et je me suis aperçu qu'en fait, ce que je parle de thèmes sociaux, de thèmes personnels, d'un peu de tout, de façon la plus construite et argumentée possible. J'essaie d'être pas trop superficiel. Et en fait, je m'aperçois que je touche beaucoup de gens. Ça m'a permis de créer de très belles amitiés en vrai. Et l'écriture a révélé que il valait mieux vivre avec la qualité relationnelle que la quantité. Absolument. Exactement. Et puis l'écriture a montré aussi que j'avais une patte, que du fait de plein une capacité que j'utilisais pas trop, que je maniais bien la langue la langue française, et que du coup ça me permettait les gens étaient très touchés par ça. Là, j'ai un blog que j'ai démarré il y a 1 an, il démarre bien, donc c'est aussi du coup on parlait de l'estime, la valeur qu'on a, du coup je me suis aperçu que je savais bien écrire. Je l'aurais peut-être pas su à ce point-là si j'avais pas, c'est tout simple. Et ce qui m'a permis aussi de cette crise au fil du temps aussi fait que j'ai voulu être plus honnête dans mes relations professionnelles, et en mettant en avant des valeurs auxquelles je croyais. Et évidemment, ça n'a pas forcément plu. Et donc, j'ai rencontré une chef de service à un moment donné dans mon secteur, qui me l'a fait payer. Et qui m'a conduit au burn-out, au sens vraiment syndrome d'épuisement, avec un accroissement des tâches et tout ça. Et en fait, j'avais pas trop le choix, j'ai gardé mon travail.
Et au fur et à mesure, je me suis posé des questions et ça m'a forcé quand même à réinterroger ce que je voulais vraiment de ma vie et mon projet professionnel. Et du coup, pour aller vite, j'ai fini par demander une rupture conventionnelle, donc de sortir de ma zone de confort. Et ça a été accepté. Et voilà, et ça a été une période un peu difficile pendant les quelques mois. Là, j'étais au mois de décembre, et puis là, finalement, tous les efforts que j'ai faits pour passer les sélections, je voulais donc entrer à l'université à nouveau, et ça a payé, donc je vais rentrer à l'université au mois de septembre. Félicitations. J'ai été accepté en 3e année de psycho directement, ce qui pour moi est absolument, après des sélections vraiment très dures. Voilà, donc je dis, après 8 ans, j'ai reçu cette victoire personnelle de façon très calme, extrêmement posée. C'était pas la joie à sauter au plafond. C'était vraiment, je savais d'où je partais. Tout ce que j'avais vécu, d'ailleurs l'émotion remonte quand je vous parle. Ça n'a pas été gratuit. Voilà, cette victoire n'a pas été gratuite. Il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup d'efforts, mais j'ai pas lâché le morceau. Et quand il y a j'ai envie de dire aux gens quand ils ont une crise, ça peut être long. Le chemin pour se trouver peut être très long, mais au bout d'un moment, il y a quand même la lumière. Et on finit par se trouver, où on veut aller, des choses qui nous correspondent. Il y a des gens qui vont nous laisser tomber, ça c'est clair. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi, plus en accord avec nous-mêmes. Et voilà. Alors je dis pas que j'accepte tout ce que je suis actuellement, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est entre 2008 et 2016. Il y a beaucoup de chemin parcouru et voilà, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je dis pas que je suis un homme heureux de vivre, je suis pas encore rendu là, mais j'ai plus de moments de bonheur instantanés que je n'avais pas forcément avant. L'ici et maintenant, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Eh ben, c'est beaucoup. Je vous remercie vraiment, Laurent Pierre, pour ce beau témoignage. Il y a tout dans votre témoignage. Il y a le miracle, cette petite voix qui vient vous dire non, te fous pas en l'air. Et ça, je connais des gens qui ont vécu ça et c'est magnifique. Il y a le fait aussi, vous le dites, que cette première crise, parce que j'ai quand même envie de dire qu'il y en a 2 là, cette première crise a permis que vous découvriez que vous aviez un don pour l'écriture. Alors ça c'est intéressant parce que souvent quand on est vraiment dans une grande souffrance et une crise qui utilise nos forces, quand on est au fond du trou, on n'a pas d'énergie, on a très peu d'énergie. Et c'est très intéressant de regarder ce qu'on fait dans ces moments-là. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est vraiment ce qui est très important pour nous. Parce qu'on n'a plus l'énergie pour faire tout le reste. On n'a plus l'énergie pour les relations superficielles, on n'a plus l'énergie pour les conflits, on n'a plus l'énergie pour perdre du temps. Et là, quelque chose va émerger. Qui est tiens, j'ai envie d'écrire un blog où je vais me mettre à faire de la mosaïque ou voilà. Et ça c'est très intéressant parce que là on est réduit à notre substantifique moelle et ce qui émerge à ce moment-là est très important. Et puis je reviens à votre témoignage. Après il y a ce burn-out. Alors j'ai écrit sur la souffrance au travail. Je sais vraiment. J'imagine ce que vous avez passé. Cette, on va dire, deuxième crise qui finalement vous remet définitivement sur les rails, parce que vous l'avez dit vous-même, ça a réinterrogé mon projet de vie. Et ça c'est intéressant parce que on est souvent pris dans notre vie dans des situations qui finalement nous conviennent pas tant que ça, mais on le sait pas. Et il va falloir se trouver face à un dragon, c'est le dragon du seuil, un dragon qui va nous obliger à vraiment trouver notre voie.
Et vous disiez tout à l'heure, pour conclure, que vous n'étiez pas encore heureux de vivre. Alors je mettrai un petit bémol, parce que vous avez quand même la voix de quelqu'un qui a l'air de vraiment vivre en bonne intelligence avec lui-même. Et voilà, c'est bravo, bravo. Oui, disons que je suis un peu, c'est peut-être un peu dur, disons que je suis beaucoup mieux qu'avant. Disons que j'essaie de rester modeste, dans le sens où je sais que je suis quelqu'un avec des mouvements d'humeur assez importants. Je suis sur le chemin, voilà. J'ai quand même beaucoup plus heureux de vivre que oui, il y a 8 ans quand même, où j'étais je m'en rendais même pas compte que je souffrais, quoi. J'étais tout le temps en train de critiquer, j'étais dans la plainte, je m'en apercevais même pas. C'est des gens qui me le disaient. Pour moi, j'étais le déni, ce que disait Roxane à un moment donné, au tout début d'émission. On vit beaucoup dans le déni. Et là, j'accepte de voir, au moins d'avoir l'honnêteté d'aller voir la plus petite parcelle de moi-même, même celle qui ne me déplaise. Et je me suis aperçu que c'est très souvent là, d'ailleurs, qu'on peut retrouver aussi de l'or en nous-mêmes à ces moments-là. Absolument. Et que à côté de ce qui nous déplaît, il y a aussi plein de choses qui nous plaisent vraiment. Donc non, vous avez raison, c'était peut-être un peu sévère ce que je disais. Donc voilà, en tout cas, c'est l'élément aussi qui a été déclencheur, et je vous avais appelé au mois de mars quand vous aviez fait une émission sur la mort. Oui, mais c'est vous alors. Oui, c'était moi, ouais. Et vous savez, excusez-moi, tout à l'heure, quand nous parlions avec Roxane à l'antenne du fait que le standard était ouvert aux auditeurs, j'ai dû dire à un moment donné qu'il y avait des témoignages qui pouvaient enrichir d'autres personnes et qui pouvaient être très positifs. Et je pensais, figurez-vous, à ce témoignage-là qui m'avait énormément marqué. Et j'avais été très émue, donc c'est encore plus émouvant de vous retrouver là ce soir. Ouais. Disons que la mort de mon père avait au mois de janvier, donc comme je vous l'avais dit, me faisait aller à l'essentiel. Et depuis, elle a accéléré. D'ailleurs, la victoire que j'ai eue pour l'université, papa était là tout le temps, quoi. Il a été, il est plus là, mais la victoire, je la lui offre également, parce que je sais que les qualités de rigueur, de clarté professionnelle, enfin le dossier a convaincu les commissions d'études de mon dossier. C'est des qualités qui viennent de lui, et donc du coup voilà, tout simplement. D'ailleurs, étant donné que c'était un homme assez costaud lui-même, par rapport à ce qu'il vivait, je dirais que le fait d'aller au bout de ce que je veux, c'est aussi l'éducation, des deux parents, de la mère et du père, quoi, qui m'ont permis. Ils nous ont appris que même dans les difficultés, les grosses difficultés, il faut essayer de continuer, quoi. C'était des gens très simples, mais voilà, de pas se laisser abattre. Même si moi j'étais un être hypersensible, mais voilà, ils nous ont aussi appris à faire un effort. Ça finit par payer, même si c'est long, même si des fois c'est très long à venir. Mais bon, le but c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher le morceau. C'est ce que j'ai surtout envie de dire aux gens quand ils vivent une crise. Des fois ça peut être très très long. Et là je soutiens moi-même une amie qui est depuis des années en dépression. J'espère qu'elle trouvera un jour l'accalmie qu'elle souhaite. Mais je suis le seul ami qui lui reste. Et mais je la lâche pas. Ça me permet d'avoir aussi moi l'énergie pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Voilà. Et merci pour cette belle émission et le beau thème. Voilà. Et merci encore pour votre confiance et pour votre témoignage. Et je vous dis à la prochaine fois. Nous vous entendrons probablement encore. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, vraiment. Merci. Oui, merci beaucoup, Laurent Pierre. Belle soirée à vous. Merci. Bonsoir. Au revoir. Et oui, un témoignage émouvant. Oui. Je pense que... On est tous émus, là. Peut-être qu'on pourrait faire une petite pause musicale, à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose pour... Non, je crois... Enfin, si, je peux toujours rajouter quelque chose. Je crois que moi, ce qui me touche beaucoup dans ce témoignage, et c'est vrai que je me souvenais vraiment de quand ce monsieur avait parlé de la mort de son papa, c'est son honnêteté, justement. On est fort et fragile à la fois, et c'est bien comme ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça la vie. Hein. Et je crois qu'une fois qu'on a compris ça, on peut se dévoiler tel qu'on est. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir construire des relations avec les autres. On ne peut pas construire une relation si on essaie de se faire croire qu'on va bien alors qu'on va mal, qu'on est fort alors qu'on ne l'est pas. Hein, cette honnêteté, cette sincérité, c'est vraiment très important. Et qui finit par payer, hein, comme nous le dit Laurent Pierre, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on fait des choix pour se rapprocher du fait qu'on ait envie d'être en accord avec soi, avec ses valeurs, effectivement, on rencontre des obstacles, des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais par la suite, ça nous permet, enfin en tout cas, ça a permis à Laurent Pierre de retrouver une voie qui était davantage attirante pour lui. Donc, oui, parce que quand on est face à une porte fermée, on cherche une autre porte. Alors que sinon, tant que la porte nous semble être un petit peu entrouverte, comme il le dit, je souffrais mais je m'en rendais pas compte. Puis à un moment donné, on se dit mais il y a d'autres personnes dans le monde qui peuvent me comprendre et m'aimer et m'apporter des bonnes choses. Il faut y aller. Oui, magnifique. Eh bien écoutez, l'antenne est toujours à vous avec Anne-Catherine Sabas qui est là aujourd'hui pour vous éclairer si vous en avez besoin lorsque vous traversez des situations de crise. C'est peut-être le cas en ce moment. Laurent Pierre vous a apporté un témoignage, donc vous pouvez aussi également apporter le vôtre au 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. There were nights and mornings when you clung to me, found your way into my bones, my joints, into my veins. Like an animal, you coiled your darkness around me. You spelled your name in charcoal all over my body. But these days I just walk with you. These days I'll let you stay. A little further away, but I'll walk with you. These days I'll let you stay. There were summer days and nights when I was blind to you. You were quiet and you were still, even when the moon was full. My temporary state of lightness would scare me. After all, I was sure you were more strong than I was daring. But these days I just walk with you. These days I'll let you stay. These days I just talk with you. Le 08 92 23 95 20 et nous accueillons Zach. Bonsoir Zach. Oui, bonsoir. 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 J'étais en train d'écouter la radio il y a un quart d'heure. Donc, je ne sais pas comment commencer. Je suis une personne dans le sens... j'ai une logique dans mon esprit. J'ai fait des erreurs dans ma vie, beaucoup d'erreurs. Donc là, je paye mes erreurs et c'est vrai que je suis un peu perdu par rapport à ce que j'ai fait. Mais c'est mon histoire, hein, donc des fois je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me dis j'ai pas de chance, je me bats tout le temps. Vous voyez, je me bats tout le temps. Et je vous raconte une anecdote tout simple. Un jour j'étais sur Paris, je cherchais une place, j'étais en voiture
et je trouve une place, et en face de moi, il y avait un SDF torse nu qui m'a fait vraiment mal à l'intérieur de moi. Je dis, waouh. Je disais que par rapport à tes problèmes, ça ne fait rien, ça. Et j'ai garé ma voiture, et je me souviens, j'avais un pull dans le coffre, je prends le pull, je lui donne. Et là, il m'a fait un regard, mais un regard... le mot merci, c'est gentil. Oui. Le mot merci, c'est rien. Et là, il m'a donné une force. Ce monsieur-là m'a donné une force. Oui. Vous voyez? Et c'est là que je me dis, non, je peux m'en sortir. C'est à moi de comprendre pourquoi il y a eu ça, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi ceci. Oui. Zach, j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de raconter toute votre vie, et puis le temps ne nous suffirait pas. Je crois que la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous dites je me bats tout le temps dans ma vie, il y a des combats qui sont utiles et d'autres qui ne le sont pas. Moi, quand je reçois des patients qui me disent ma vie c'est un combat permanent, etc., j'essaie de faire le tri avec eux des combats utiles et des combats inutiles. Je vais vous donner un exemple. Réussir à trouver sa voie dans la vie, le témoignage d'avant de Laurent Pierre nous le montre par exemple. Parfois ça nécessite de changer quelque chose, de changer d'entreprise, de traverser quelques obstacles, vous voyez. Et ça, c'est des combats qui sont utiles parce qu'ils vont nous permettre de trouver notre place, de nous révéler à nous-mêmes et d'être heureux dans la vie. Et puis, à l'inverse, il y a des combats, parfois, avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je veux dire par là qu'on est tous régulièrement confrontés à des gens qui cherchent les problèmes, qui ne sont pas conscients de la façon dont ils agissent, qui vous rendent responsable de leurs erreurs, etc. Et on a tendance parfois, et moi ça m'arrive aussi, à essayer de faire entendre notre voix là-dedans. Mais quand vous avez affaire à des gens qui de toute façon ne cherchent que les problèmes, c'est perdu d'avance. Et ça, c'est des combats qu'il faut laisser tomber. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire ? Ça me parle à la première épisode. Quand oui. vous dites... moi, par rapport aux gens, non. Moi, les gens, j'ai vu les cris des gens. D'accord. C'est par rapport à moi-même et par rapport au fond de moi. Je vous promets que c'est vrai. Comment vous expliquer? Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Changer d'entreprise, oui. Trouver la voie, tout ça. C'est ça mon problème. C'est que je trouve pas ma voie. Et au fond de moi, je sais que je dois aider les gens. Oui. Je dois aider les gens. Je ne sais pas comment, parce que je ressens beaucoup de choses autour de moi. Énormément. Mon intuition, c'est-à-dire quand je suis trop fatigué, quand je suis fatigué et stressé, ça vient pas. Mais quand je suis bien dans mon esprit, dans ma tête, mais ça vient mais très très vite. Alors, Zach, je vais vous raconter une petite histoire. Quand vous avez parlé de ce SDF tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai repensé à cette histoire que je vais vous raconter et partager avec vous. À une époque de ma vie, j'avais 23 ans. J'en ai le double aujourd'hui. J'étais partie dans une voie, peu importe laquelle, au niveau professionnel. Et il y a eu une crise dans ma vie, une grosse crise, qui en fait est partie d'une crise sentimentale, qui m'a amenée à tout quitter et à partir avec mon baluchon en Alsace, pour tout vous raconter. Et puis là-bas, j'ai eu d'autres crises, enfin d'autres choses qui sont passées qui n'étaient pas faciles, mais qui m'ont donné la certitude que je voulais mettre ma vie au service des autres, en fait, aider les autres. Je suis revenue en région parisienne avec ça, ne sachant pas du tout quoi faire, et en plus à l'époque j'allais pas bien, j'étais en dépression, mais j'avais cette certitude brûlante qui était là, et c'était terrible parce que je savais pas quoi faire et comment, etc. Et un jour j'étais dans Paris et j'allais dans un organisme qui pouvait me donner des informations par rapport aux professions sociales. Et je vais là-bas, je me dis non mais c'est pas ça mon truc, c'est pas ça, et j'étais vraiment désespérée parce que j'étais perdue. Et quand je suis sortie de ça, c'était boulevard Raspail, je m'en souviens parfaitement, il pleuvait ce jour-là alors que nous étions en plein été. Il y avait un arrêt de bus que j'allais prendre, un SDF qui sentait affreusement mauvais, et les gens s'écartaient et moi je n'osais pas m'approcher, et pardon.
Et puis finalement, je me suis approchée parce que le bus s'approchait et que je voulais monter dans le bus. Et ce monsieur m'a regardé. Il était passablement éméché, visiblement. Et alors, il était assis sur le banc. Il a essayé de se lever. Il titubait un peu. Et il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, vous savez, alors je vous passe l'imitation parce que je ne saurais pas très bien le faire, mais ça m'a marqué. Il m'a dit, vous savez, dans la vie, tout le monde a sa place. Et il me regardait en me disant ça. Il me disait, moi, par exemple, vous voyez, ma place, c'est là, sur ce banc, avec ma bouteille. Et je revois son regard perçant, et je me disais, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, là? Ce monsieur que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais, qui est un clochard, qui sent l'alcool et qui tient pas debout, est en train de me regarder dans les yeux en me disant, en gros, t'inquiète pas, t'as une place, tu vas la trouver. Et j'en ai des frissons quand je raconte ça. Et je suis remontée dans le bus, un peu en état de choc, avec l'impression que Dieu avait envoyé un ange là pour me parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les semaines qui ont suivi, mon médecin m'a dit, oh là là, Anne-Catherine, vous allez quand même pas bien du tout, ça serait bien que vous fassiez une psychothérapie. Et donc, j'étais assez d'accord avec elle que j'allais pas bien du tout. Et donc, je suis arrivée chez une psychothérapeute à Paris. Et puis, à la deuxième séance, je lui ai annoncé que c'était ça que je voulais faire. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Et alors oui, chacun a une place. Moi, je crois... Vous avez lu L'Alchimiste, ce livre de Paulo Coelho ? Oui, bien sûr, je l'ai lu. Voilà. Tout à fait. Bon, à un moment donné, et c'est une des phrases connues dans ce livre, qui dit quand tu veux réaliser ta légende personnelle, à un moment donné, et que tu es sincère dans ton désir, tout l'univers conspire à t'aider à le faire. Donc, je crois qu'il y a un temps pour tout, et malheureusement, ce temps, on ne le connaît pas. Mais accrochez-vous, si vous savez au fond de vous que vous voulez aider les autres, eh ben cherchez quoi faire. Il y a plein de professions aujourd'hui. J'ai cherché, mais comment vous expliquer, avec mes problèmes personnels, le problème personnel que j'ai, c'est le côté financier. J'ai des grosses dettes. Oui. Et ça m'en rend de mon esprit. Il faut que je rembourse ces dettes. Et ça, donc, moi, je travaille un métier très dur. Donc, je suis chauffeur parce que c'est alimentaire. Oui. J'ai pas le choix. Donc, je dois rembourser. Mais je sais que chauffeur, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Ça, j'en suis sûr en certain. J'ai le même âge que vous. J'ai pas de capital, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Même la femme, j'ai pas besoin de femme. C'est choquant de me dire ça, mais j'en ai pas besoin. C'est pas c'est pas mon but. Pour l'instant, votre but, visiblement, c'est en effet de vous trouver. Mais vous savez, si vous ne savez pas encore exactement quelle va être votre, on va dire, votre profession ou votre vocation, parce que c'est plutôt le mot vocation qui me vient, la vie le sait, elle. Et je crois que si vous demandez sincèrement à la vie de vous éclairer, il y a peut-être des choses qui vont arriver. Il y a des gens qui ont des dons. Et ils n'ont pas besoin d'avoir une profession reconnue pour ça. Moi, je connais des gens qui ont des dons de guérison, qui ont des dons simplement pour soutenir les gens, pour consoler. Laurent Pierre, que nous avions à l'antenne tout à l'heure, nous disait qu'il avait une amie qu'il soutenait beaucoup. Il y a plein de façons d'aider les gens. Et je crois que si vous ouvrez vos yeux et votre cœur, mais ça, votre cœur, il est déjà ouvert, il n'y a aucun doute là-dessus, si vous vous ouvrez en tout cas à tout ce que la vie peut vous amener comme signe, vous allez réaliser ce que vous avez à réaliser, même si vous avez des dettes. Vous savez, on n'a pas besoin d'être parfait pour commencer à faire du bien autour de soi. Et on peut tout à fait avoir une profession officielle. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui a une profession bien reconnue et bien installée dans une administration et qui est magnétiseur. Il est magnétiseur. Bon, il travaille le jour dans son administration et puis de temps en temps, il va faire des séances de magnétisme. C'est tout à fait possible. Donc, ouvrez-vous, demandez à la vie de vous amener aux bons endroits. Soyez attentifs aux signes, aux rencontres, à ce que les gens vous disent. Et puis, donnez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est pas votre compte en banque. Excusez-moi, on s'en fout de ça pour l'instant. Ça, je sais. Ça. Vous le savez. Alors, bien sûr, quand ça sera résolu, la vie sera bien plus facile pour vous, c'est certain. Mais pour l'instant, vous avez des choses à donner. Vous avez votre soutien, vous avez votre intelligence, votre sagesse, votre gentillesse. Ça, vous pouvez le donner aux autres. Et je crois que il faut vraiment se désidentifier de notre situation matérielle, sociale, financière. Parce que regardez ce que je vous ai raconté, ce SDF là. Mais cet homme, ce jour-là, il m'a peut-être sauvé la vie. On n'en sait rien. Vous voyez, et il n'avait rien, ce monsieur. Donc vous, avec vos dettes, vous pouvez faire du bien autour de vous, à condition que vous acceptiez de simplement être. Vous voyez ?
Soyez ce que vous êtes. Et si votre cœur vous appelle à aider l'un ou l'autre de vos contacts, de vos amis, j'en sais rien, faites-le. Faites-le. Suivez cet appel intérieur. Et la vie tracera un chemin pour vous. Ok, d'accord. Et bon courage. Ok. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Au revoir. Merci à vous, Zach. Au revoir, belle soirée à vous. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission avec vos témoignages aujourd'hui. J'espère que vous vous rendez compte de la richesse qu'apportent ces témoignages à l'antenne, qui rend ce genre de thématique précise et vivante, je dirais, vraiment vivante, au-delà de tergiversations un peu mentales qu'on pourrait évoquer, alors qu'ils peuvent avoir leur place, mais je trouve que c'est tellement plus beau et riche quand on vous entend sur ce genre de choses, donc merci. Et moi qui ai plein d'imagination, je me dis là, en ayant écouté le témoignage de Zach, je suis toujours touchée, moi, de rencontrer, même si c'est que par un casque de radio, de rencontrer des gens qui ont sincèrement envie d'aider les autres. Parce qu'on n'a pas besoin d'être riche pour ça. Un sourire, une parole, un encouragement, un peu d'amour, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Et quand j'entends un témoignage comme celui de Zach, là, je me dis, qu'est-ce que la vie va bien pouvoir lui inventer comme chemin pour qu'il puisse donner au monde ce qu'il a à donner, cet homme. Et moi, je crois que la vie va le faire, parce que la vie, elle fait des choses comme ça, elle sait faire ça. Et il y a quelque chose en moi, vous savez, de l'enfant qui croit aux fées, en fait, qui est là, un petit peu en attente, et qui dit « j'ai hâte de voir ce que la vie va faire pour Zach ». Voilà, donc si vous avez envie de nous rappeler Zach un jour pour nous raconter, je vous souhaite vraiment que cette magie arrive. Nous allons aborder le dernier espace promotionnel. Anne-Catherine Sabas, avec nous aujourd'hui. Elle est psychothérapeute ou psychopraticienne, c'est la même chose. Auteure également d'une vingtaine d'ouvrages. Vous les retrouvez tous sur le site. Vous tapez dans le moteur de recherche Anne-Catherine Sabas, S-A-B-A-S, ou www.anne-catherine-sabas.com. C'est la même chose, vous tomberez sur le même site. Je vous donne également un numéro de téléphone, puisque sachez qu'elle consulte depuis 1998 à Fontenay-sous-Bois, au 01 48 73 65 09. Je répète, le 01 48 73 65 09. Je vous donne également l'actualité d'Anne-Catherine. Sachez qu'elle animera une conférence le 17 octobre prochain à 15h sur la thématique « Faire la paix avec le temps et ses cycles ». Dans le cadre de la semaine des seniors à Bondu, elle donnera donc une conférence sur ce thème. Elle participera également au salon de Mons-Live du 26 novembre au 27 novembre 2016, où bien sûr vous retrouverez aussi vos amis belges. Et donc il y aura une conférence également sur le thème du pardon. Voilà Anne-Catherine, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est toujours un plaisir et c'est très souvent un grand moment d'émotion, ces émissions avec vous, Roxane. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont participé, soit en écoutant, soit en intervenant. Et puis peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine, en septembre. On verra, en tout cas, je suis sûre que nos chemins se recroiseront. Ah oui, et je vous souhaite un très bel été, Anne-Catherine, bel été aux auditeurs. Bon, nous, c'est pas fini entre nous pour l'instant. Et puis, dans quelques instants, bien sûr, nous quittons la bande FM comme tous les soirs à partir de 19h. Vous pouvez continuer à nous suivre sur le canal 9.1 de la radio numérique terrestre, ainsi que sur notre site internet ici-et-maintenant.com. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission qui a eu lieu hier soir, La Vague d'OVNI, animée par Didier Deplège. Et puis, ce soir, vous retrouvez comme tous les mercredis soirs, l'antenne libre, l'humeur du temps, animée
Paris-Vent. Au revoir Anne-Catherine, merci à tous. Au revoir Roxane, au revoir à tous et merci. Merci à vous. Au revoir. Le magazine Santé et Spiritualité vous est présenté par Roxane tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM en Ile-de-France, ici et maintenant.com sur Internet partout ailleurs, ainsi que sur le canal 9.1 de la RNT.